radioscoop.com. Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Et à la une de ce mercredi, cette nouvelle nuit meurtrière en Ukraine, quelques heures à peine après le raid contre Poltava à l'est qui a tué plus de 50 personnes. Une frappe russe a fait 7 morts à Lviv ce matin, dont 3 enfants. Écoutez le gouverneur de cette grande ville de l'ouest ukrainien. L'ennemi frappe la population civile, les quartiers résidentiels où il n'y a pas d'infrastructure ni d'installation militaire. L'ennemi tente d'intimider et de détruire, mais nous tenons bon. La victoire est à nous. Vladimir Poutine veut-il faire payer aux Ukrainiens l'offensive lancée cet été à la surprise générale dans la région de Koursk? La guerre est-elle dans l'impasse après 2 ans et demi de combat? Comment est-ce que les Ukrainiens vivent-ils ou survivent-ils au quotidien, eux dont on a tant depuis février 2022 admiré et loué la résilience? C'est le sujet de notre discussion aujourd'hui jusqu'à 10h45 avec Stéphanie Pérez et Elsa Vidal. Bonjour mesdames, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire. On va retrouver aussi à Poltava Gulliver Krag, le correspondant de France 24 permanent en Ukraine. On a beaucoup de choses à se dire, je vous le disais, c'est Parlons-en et c'est parti. Et bonjour Stéphanie Pérez. Et bienvenue sur ce plateau, grand reporter pour France Télévisions. Vous avez couvert ces 25 dernières années de nombreuses zones de conflit dans le monde, la guerre en Irak, en Syrie, en Iran et en Ukraine. Vous signez La ballerine de Kiev qui sort aux éditions Récamier, qui nous raconte la petite histoire dans la grande, une histoire d'amour et de guerre au sein du Ballet national de Kiev. On y reviendra tout à l'heure. Bonjour Elsa Vidal. Bonjour Pauline. Vous êtes ici chez vous, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Votre dernier ouvrage, toujours d'actualité, la fascination russe politique française, 30 ans de complaisance vis-à-vis de la Russie, qui est sorti il y a peu chez Robert Laffont. Avant de vous entendre toutes les deux, on va prendre la direction, on l'a vu à l'instant, de l'Ukraine pour retrouver Gulliver Krag. Bonjour Gulliver, vous êtes à Poltava, c'est dans le centre de l'Ukraine. C'est la ville qui a été frappée hier matin par cette double frappe russe, l'une des plus meurtrières depuis le début de l'invasion à grande échelle. Dernier bilan, 51 morts, 271 blessés. Il y a encore des disparus, une double frappe qui a suscité beaucoup de colère. Oui, beaucoup de colère et aussi beaucoup de solidarité parmi les habitants de Poltava. Derrière moi, vous voyez le centre de don du sang de l'hôpital de la ville. Ils disent qu'ils ont plus de gens en ce moment qui ont envie de donner du sang qu'ils n'ont la capacité à accueillir. Les gens font la queue, ils veulent aider comme ils peuvent. Nous avons parlé à une personne qui fait la queue derrière. Il a dit qu'il connaissait personne qui était à cette école militaire. Il n'y avait personne lié à lui qui était affecté, mais il sentait que toute la ville était affectée et qu'il voulait absolument aider. Tout à l'heure, j'étais près du site, l'école militaire qui a été touchée. Et là, vous avez les étudiants qui ont survécu, qui tout de suite se sont attelés à la tâche d'aider à débrayer les décombres, chercher les personnes qui sont encore portées disparues. J'ai parlé à un étudiant qui m'a dit qu'il avait juste la chance, qu'il avait pu se mettre à l'abri parce qu'il était sorti pour fumer juste au moment où les sirènes ont retenti, mais que comme cela a déjà été confirmé officiellement, je pense il n'y avait qu'une minute et demie entre la sirène et la frappe. C'est très très peu. Selon cet étudiant, normalement, il devrait pouvoir identifier les tirs d'un missile balistique 10 minutes avant que cela n'arrive à Poltava. Je ne sais pas si on peut confirmer cette information, mais il y a une certaine consternation parmi les étudiants que tout n'a pas été fait pour les protéger. Ils m'ont confirmé tout de même que c'est considéré cette école comme un objet particulièrement à risque. Donc même si quand ils sont chez eux ou dans la rue, en réalité, la plupart des Ukrainiens ne se mettent pas à l'abri, ou pas à chaque fois en tout cas quand ils entendent les sirènes, mais pour les étudiants de cette école, c'était absolument nécessaire. Toujours, ils se mettaient à l'abri. On a aussi eu l'information qu'il n'y avait pas que de jeunes étudiants, il y avait aussi des mobilisés pour l'armée ukrainienne qui avait choisi de faire des études de communication militaire et qui étaient donc présents dans cet établissement. Gulliver, ce matin, c'est la grande ville de l'ouest de l'Ukraine, Lviv, qui a été touchée. C'est à 900 km de là où vous vous trouvez. Il y a aussi ces alertes quotidiennes sur Kiev. Il n'y a jamais aucun répit pour les Ukrainiens.
Oui, surtout ces derniers jours, après les frappes massives qu'il y a eu à la fin du mois dernier, on pensait que peut-être qu'il y aurait un répit parce que le calcul des Ukrainiens, c'est que les Russes ont la capacité de produire seulement un certain nombre de missiles et d'identifier et de planifier des frappes sur un certain nombre de cibles. Et on avait souvent eu des périodes où vous aviez 2 jours de frappes intenses suivies de quelques semaines où soit il n'y aurait pas de frappe du tout, soit c'était beaucoup moins intense. Mais là, ce n'est pas vraiment le cas. On a eu pratiquement tous les soirs des alertes et des frappes sur des villes qui sont bien loin de la ligne de front. Lviv, évidemment, dans l'extrême ouest du pays. Les frappes sur cette ville ont encore une fois animé le débat sur la possibilité que la Pologne mette ses défenses antiaériennes à l'œuvre pour abattre des missiles ou des drones qui volent au-dessus de l'Ukraine. Radosław Sikorski, le ministre des Affaires étrangères polonais, est pour, mais l'OTAN, pour le moment, émet des réserves parce que cela impliquerait en quelque sorte une implication beaucoup plus importante d'un pays membre de l'OTAN dans cette guerre. Gulliver Krag, en direct de Poltava en Ukraine. Merci beaucoup Gulliver. Retour sur ce plateau. Stéphanie Pérez, vous le disiez à l'instant, l'Ukraine, vous y êtes allé des dizaines de fois depuis le début de la guerre. Poltava, c'est une ville que vous connaissez très bien, que les reporters connaissent très bien. Oui, Poltava, moi la dernière fois, j'y ai dormi parce que justement on avait choisi cette ville du centre de l'Ukraine comme une ville qu'on dit entre nous safe, c'est-à-dire loin du front. On préférait dormir à Poltava plutôt que dormir à Kharkiv, qui est la cible de nombreux missiles, on le sait. Et là, on voit bien avec cette frappe qu'en fait, il n'y a aucune ville en Ukraine qui n'est sûre. Et c'est bien l'objectif des Russes, c'est de maintenir cette pression en permanence sur tous les habitants du pays, qu'ils soient au centre, qu'ils soient à l'ouest, qu'ils soient près de la ligne de front. En fait, vous n'êtes jamais tranquille. Et c'est vrai que moi, hier, quand j'ai appris cette frappe, je me suis dit, mais nous, on a choisi cet endroit pour être sûr. Et finalement, il n'y a plus aucune certitude nulle part. Et c'est tout ce qui est compliqué en ce moment pour la population ukrainienne. Est-ce que le fait, Elsa Vidal, que la pression soit si forte ces jours derniers, on peut y lire un message envoyé par Vladimir Poutine après l'incursion qui a été à la surprise générale de l'été à Koursk, incursion ukrainienne, couronnée d'un certain succès, on va y revenir. Est-ce que c'est là la réponse Alors on peut le lire comme ça, mais en réalité on n'a pas d'indication concernant le fait qu'il s'agisse soit d'une pure réponse, soit que cette réponse s'inscrivent dans un plan à plus long terme qui se déroulerait de manière un peu régulière, un peu comme un rouleau compresseur, quelles que soient les circonstances environnantes. Mais le fait que Poltava et Lviv aient été frappés, alors que sur Lviv, qui est vraiment à la frontière presque polonaise, il y a eu une longue accalmie dans cette guerre, très longue accalmie, engage plutôt effectivement à penser qu'il s'agit de rétorsion, de la même manière qu'il y a eu des frappes avec des missiles, au moins 3 Iskander, qui ont été très meurtrières récemment, mais surtout les Russes semblent ne pas dévier de la même politique depuis qu'ils sont engagés dans une guerre à proprement parler, c'est-à-dire depuis que l'Ukraine a fait la démonstration de sa capacité de résistance et qu'il n'allait pas s'agir d'une guerre de 3 semaines, mais d'une véritable confrontation inscrite dans le temps. Les Russes font preuve quand même d'une capacité à envisager leurs objectifs sans véritablement se laisser détourner. Et donc, on va parler de Koursk, mais pour le moment, le calcul ukrainien qui pensait que l'armée russe allait détourner des réserves humaines, des ressources humaines, massivement du Donbass pour les envoyer sur la défense du territoire russe, n'a pas véritablement fonctionné, pas à la hauteur qu'on attendait. Donc, Gerasimov fait preuve d'une obstination qui parfois lui réussit. Nous allons voir ce qui va se passer dans un futur proche. L'offensive de Koursk, donc lancée début août, il ne s'agit pas là de faire nécessairement une analyse militaire, mais effectivement, Stéphanie Pérez, l'intention des Ukrainiens a été de forcer les Russes à se redéployer autour de ce territoire. Est-ce que cette offensive est un échec ou un demi-échec? Parce qu'il y a quand même 1200 km² qui sont... Oui, et puis il y a un facteur psychologique qui a été très important dans cette offensive de Koursk, parce qu'elle a pris Vladimir Poutine en premier par surprise. Et ça, c'était quand même un point fort, ça a été un acquis de cette offensive. Après, maintenant, le plus dur, effectivement, c'est de s'installer dans la durée. C'est que les Ukrainiens, comme vous le disiez, comptaient sur un déplacement des forces russes pour renourrir cet espace-là, et ce n'est pas le cas. Donc,
On sait que les Ukrainiens sont très en difficulté en ce moment dans le Donbass. On sait que la grande ville de Pokrovsk, qui est un nœud stratégique, est en danger et la prochaine cible des forces russes. Donc militairement, ça n'a pas obtenu pour l'instant les objectifs fixés. Mais psychologiquement, moi je pense que ça reste quand même important parce que la population russe la population russe de cette zone-là se retrouve dans la position de la population ukrainienne, c'est-à-dire la cible d'attaque du pays voisin. Et là, psychologiquement, ça peut changer beaucoup de choses. Avec un échec des services de renseignement russes assez fou, Elsa. Avec une situation assez folle d'une manière générale et inédite historiquement, puisque c'est la première fois que les troupes d'une armée régulière se retrouvent sur le sol russe depuis l'opération Barbarossa lancée par Adolf Hitler contre l'Union soviétique de Joseph Staline. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que beaucoup avaient prédit, à commencer par Ramzan Kadyrov, qu'il faudrait à peu près 72 heures, que ce serait l'histoire du week-end pour pouvoir reprendre les territoires et surtout chasser les troupes ukrainiennes du territoire. Or, aujourd'hui, même dans les sphères des experts militaires seulement russes, sans prendre en compte les analyses ukrainiennes, on estime qu'il faudra au mieux 2 à 3 mois. Et cette présence sur le sol russe, effectivement, elle signe une défaite, des services de sécurité russes, le plus fameux d'entre eux, le FSB, qui est chargé du service des gardes frontières, opéré par des conscrits. Ce ne sont pas que des officiers du FSB, mais ils les encadrent et ils en ont la responsabilité. Première faillite. Il y a aussi exposé au grand jour les détournements au sein de la Russie, puisque une ligne de défense devait être construite. Elle a effectivement commencé d'être construite et à peu près 100 km de défense ont été bâtis. Puis l'entreprise chargée de cela a été en défaut de paiement et les ouvriers se sont donc retirés du chantier. Ils ont même été jusqu'à porter plainte devant les autorités russes qui leur ont donné raison. Et donc cette ligne de défense n'a pas fini d'être construite. Le vice-gouverneur d'une des régions concernées a été interpellé et mis en examen pour avoir détourné l'argent de la construction. Donc deuxième problème. Et puis on voit qu'il y a des difficultés pour la Russie à regarnir ce front. Et cette frontière, c'est paradoxal qu'elle ait pu être enfoncée au sens où c'est la plus poreuse des frontières de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Belgorod et sa région étendue, là où se passe l'incursion à Koursk, c'est le point de passage le plus important pour entrer en Russie. Historiquement, la Russie, on l'ignore souvent, mais c'est un pays de migration massif, souvent la deuxième place de ce point de vue-là mondialement après les États-Unis. Et donc, les familles, il y a des flux d'Ukrainiens et de Russes en permanence des deux côtés, du moins il y en avait-il avant, il y en a encore de moindre niveau. Donc, c'est la première frontière à surveiller. Malheureusement, ou heureusement, les institutions russes ne sont pas en capacité, et c'est là aussi notre travail d'analyse qui doit être renouvelé, ne sont pas en capacité de garnir toute la frontière. Les forces russes, nominalement, ont beau être très importantes, au-delà d'1 million d'hommes. En réalité, celles disponibles pour servir en ce moment sont très limitées. Ouais, ça vient percuter l'idée de ressources inépuisables du côté de la Russie, en hommes et en Oui, même en si les ressources russes sont nettement supérieures, largement supérieures à celles de l'Ukraine. Pas inépuisables, mais ça reste quand même ce qui fait la différence pour l'instant entre la Russie et l'Ukraine. Ouais. L'Ukraine, Stéphanie Pérez a donc tenté de reprendre l'initiative avec cette offensive sur Koursk. Il y a donc ces 1200 km² de territoire russe contrôlés par les Ukrainiens, ces vulnérabilités du renseignement russe qui ont été mises à jour. Toutefois, et vous le disiez tout à l'heure, même face à ça, la Russie continue, c'est ce que disait Elsa Vidal, continue de mener ses objectifs, bombardement aérien quotidien, et puis cette ville de Pokrovsk dans la région Donetsk qui s'apprête à tomber a priori, et vous le disiez, c'est une ville stratégique. Oui, c'est une ville qu'on connaît bien, nous, sur place, parce que c'est effectivement une ville stratégique où sont positionnées beaucoup de troupes ukrainiennes. C'est aussi là que les soldats viennent se reposer. Nous, en reportage, quand on a besoin justement d'obtenir quelques informations un peu off, c'était à Pokrovsk qu'on se rendait, parce qu'on savait qu'on pouvait, dans les restaurants, les cafés, discuter un peu plus facilement avec des soldats en permission. C'est vrai que c'est une grande ville stratégique qui
qui va certainement tomber. Ça risque de prendre encore, ça va prendre beaucoup de temps. On risque d'assister encore à une grande bataille, comme on a pu assister à celle de Bakhmout, par exemple. Ça va être négocié, ça va être combattu pied à pied. Oui, ça va être c'est encore une bataille urbaine, donc c'est très très long. Et très meurtrier. Mais on voit bien que la population fuit de plus en plus. Et moi, je sais que ce qui est très dur là en ce moment pour les Ukrainiens, c'est ce qu'on avait déjà observé au mois de mai-juin, quand moi j'étais la dernière fois, où déjà on avait on notait l'avancée russe dans la région. Ce qui est terrible pour les Ukrainiens, c'est de voir que même si les Russes avancent pied à pied, c'est malgré tout une avancée qui est assez inexorable. Et beaucoup des Ukrainiens de cette région de Pokrovsk regardaient finalement le front d'un peu loin. Il n'était pas si loin que ça du front, puisqu'on est à 1 heure à peu près des combats. Mais ils se sentaient épargnés. Pardon. Or, les Russes avancent petit à petit et des gens qui pensaient ne pas avoir à quitter leur domicile sont en train de faire leurs valises en ce moment, en se disant voilà, c'est à notre tour et jusqu'à quand ? Et on a l'impression que c'est inexorable et qu'on ne peut pas les arrêter parce que la population a aussi bien conscience que son armée fatigue. On sait bien que les soldats ukrainiens, on les a entendus dans beaucoup de reportages. Les soldats ukrainiens sont épuisés. J'étais en contact avec l'un d'entre eux qui me disait maintenant, moi je me lève le matin, je ne sais même plus quel jour on est et je ne me rappelle plus de celui que j'étais avant la guerre. Je ne sais plus qui j'étais. Et ça, c'est très dur psychologiquement et aussi pour la population. C'est le 922e jour de guerre en Ukraine. Je ne sais pas si vous qui nous regardez, vous réalisez ce que ça veut dire. C'est la 3e rentrée scolaire pour les enfants ukrainiens dans la guerre. Ça va bientôt être le 3e hiver dans la guerre. On va y revenir parce que c'est très important à propos des infrastructures énergétiques. Est-ce que c'est parce que c'est inexorable, comme le dit Stéphanie Pérez cet été, à l'instant que cet été, on a entendu ce mot négociation dans la bouche et des Russes et des Ukrainiens? Je ne sais pas si c'est à cause de l'inexorabilité de la progression russe. En tout cas, ce caractère ou ce sentiment que c'est inexorable, il a pour objectif de fragiliser la conviction psychologique, la détermination. Ça, c'est certain. Ça fait partie des grands arguments sur lesquels la Russie s'appuie dans sa vie internationale pour tenter d'atteindre ses objectifs. Moi, j'ai tendance à analyser la décision, en tout cas les premières prises de parole ukrainiennes favorisant le déroulé de négociations, ouvrant la possibilité de ces négociations. Pas sur des questions territoriales, on va revenir sur des questions très précises. En tenant compte de l'avancée russe, mais pour moi, le souci est plutôt politique. Je pense que ce qui a motivé, et notamment le président Zelensky et son entourage, est un peu différent et accompagne l'opération à Koursk. En ce sens que beaucoup d'alliés, indépendamment de la question des armements de longue portée qui se posent de manière récurrente, faisaient écho, d'une part, de leur crainte de voir la guerre s'étendre, dans le temps ou territorialement, toujours la peur de l'escalade, parallèlement relayer aussi ces positions de certains pays du Sud et aussi de futures grandes puissances mondiales comme la Chine, de dire que finalement l'Ukraine était assez belliciste et que ceux qui résistaient aux demandes russes étaient des va-t-en-guerre. Et quand Volodymyr Zelensky a ouvert la question des négociations en lançant l'initiative du Forum de paix en juin en Suisse, et puis qui va être suivi là prochainement à l'automne, puis l'année prochaine de nouvelles sessions, il a pu finalement se débarrasser de cette accusation qui lui était faite. Et en menant ensuite l'opération à Koursk, il a fait porter le poids du refus des négociations désormais sur les épaules de l'establishment russe, puisque ce sont les dirigeants russes qui désormais disent « bon, on ne va pas négocier avec quelqu'un qui envahit notre territoire ». Or, c'est précisément ce dont il est toujours question pour les Ukrainiens depuis le début de cette guerre, et même maintenant qu'ils ont affirmé être ouvert à des négociations. Pour moi, c'est un moment politique parce qu'on peut négocier comme à Dien Bien Phu, dans la guerre d'Indochine qui a concerné la France, on peut négocier pendant 2 ou 3 ans, alors que les combats continuent sur le sol. Mais c'est important d'enclencher le travail diplomatique et aussi de ne pas paraître obtus et fermé à cette opportunité. Donc je l'analyse plutôt comme ça. Il est évident que le terrain militaire va dicter en réalité l'agenda, mais le terrain militaire, comme on l'a vu, même si on est sous le
le coup d'une sensation d'inexorabilité, il est parfois en proie à des changements extrêmement surprenants. Rien de toute cette guerre, de mon point de vue, de mon humble point de vue d'expert de la Russie, n'était prévisible. Rien. Il y a un tabou qui est tombé quand même cet été, oui, avec ce... Oui, et puis alors, moi je pense aussi, en termes d'agenda politique, qu'il y a aussi une échéance qui est capitale pour l'Ukraine. Et je pense que si le président Zelensky, effectivement, prononce de plus en plus ce mot qui était tabou avant, c'est l'élection américaine du 5 novembre prochain. Parce que cet été, on était plutôt dans une optique d'un Donald Trump triomphant et donc d'une remise en question sérieuse du soutien américain, qui est le premier partenaire de l'Ukraine. Et cet été, au moment où Volodymyr Zelensky commence à évoquer la question des négociations, on a l'impression que Donald Trump a gagné l'élection américaine et que, clairement, la position américaine va être mise en question. L'arrivée dans le jeu de Kamala Harris va peut-être rebattre les cartes, mais en tous les cas, il y a toujours cette incertitude qui pèse sur l'Ukraine. Et moi, je sais que tous les gens avec qui je suis en contact sont très, très inquiets de ce 5 novembre. Pour eux, c'est ça l'échéance. Ouais. C'est-à-dire que c'est ça qui va aussi déterminer si oui ou non, sérieusement, on commence à envisager de faire des concessions, ce qui là aussi est... Quand vous abordez cette question avec les Ukrainiens, de faire des concessions, c'est épidermique. C'est-à-dire qu'on va vous dire, mais vous laisseriez une partie de votre territoire à votre ennemi, mais c'est pas possible. D'ailleurs, c'est pas ce que dit Volodymyr Zelensky, en tout cas pas officiellement. Il dit qu'il serait éventuellement ouvert, enfin c'était avant l'offensive sur Koursk, à des négociations sur des sujets précis, et notamment sur la question énergétique. On le disait, ça va être le 3e hiver dans la guerre pour des Ukrainiens. Avant cet été, c'était déjà compliqué, mais on sait que les infrastructures énergétiques et électriques ont été particulièrement visées par les Russes ces derniers mois. On va regarder à ce propos un reportage que Gulliver Crack, on voyait tout à l'heure, a tourné dans l'une des centrales électriques du pays qui a été visée par les Russes. On ne peut pas dire le lieu de cette centrale pour des raisons de sécurité. C'est Elena Voloshin qui fait la traduction et on en reparle juste après. Orest est employé de cette centrale électrique depuis plus de 25 ans. C'était vraiment dur de voir ça. Lorsqu'il y a eu l'explosion, je me suis dit, peut-être que ça a juste touché le côté de l'immeuble, peut-être qu'ils ont tiré trop loin. Bien sûr, c'est le genre d'espoir qu'on a. Et lorsque je suis venu ici, c'était comme dans le film Armageddon. Mais quand on a déblayé les débris, on s'est rendu compte que certains équipements pouvaient être réparés et des bouts remplacés. Aujourd'hui, DTEK, le principal fournisseur d'électricité du pays, est dans une course contre la montre pour réparer au moins une partie de cette centrale à charbon avant l'hiver. Là, on mesure la vibration et on vérifie si le bouton d'urgence fonctionne. Résultat de l'expérience, l'installation nécessite des travaux supplémentaires. Les réparations exigent énormément d'efforts. Mais nous sommes Ukrainiens, nous sommes forts, nous vaincrons. Dehors, des ouvriers reconstruisent une partie de l'édifice. Dans la cour voisine, des mineurs de DTEK ont été mobilisés en renfort pour déblayer les débris. Leur charbon est de toute façon inutile tant qu'il n'y a nulle part où le brûler. On peut travailler n'importe où, sous la terre ou sous le soleil. Ça doit être fait. Nous avons assez de gens, mais pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas faire travailler beaucoup de gens en même temps. Les travaux battent leur plein. D'ici le début de la saison du chauffage, nous aurons une capacité de génération. Nous fournirons de la chaleur et de l'électricité. Pourtant, vu l'ampleur des dégâts, même si les travaux se déroulent comme prévu et qu'il n'y a pas de nouvelles attaques, DTEK prévoit de devoir rationner les Ukrainiens plus de la moitié du temps cet hiver. Il y a déjà, Elsa Vidal, alors qu'on n'est pas en hiver, des coupures d'électricité dans tout le pays, y compris à Kiev. Oui. L'hiver qui arrive là va être encore plus compliqué que les précédents. Oui, l'hiver va être plus compliqué, même si les alliés de l'Ukraine et l'Ukraine sont lancés dans une course contre la montre pour arriver à remplacer les équipements qui ont été frappés par les Russes avec des solutions technologiques plus mobiles, plus agiles. Mais la question qui se pose, c'est
bien sûr l'hiver qui vient, mais c'était déjà l'été, puisque l'été a été caniculaire en Ukraine, dans ce continent qu'est l'Eurasie. Les étés sont très chauds, les hivers sont très froids, donc les gens ont déjà beaucoup souffert des coupures d'électricité. Quand il fallait monter 5 ou 7 ou 10 étages avec des courses, que vous êtes une personne âgée qui fait très chaud, c'est déjà une épreuve, et c'est bien sûr ce qui est visé, c'est une forme de guerre psychologique. Là aussi, on parlait de la détermination qui est essentielle dans la guerre, mais l'hiver fait très peur. Ça renvoie tout le monde, je pense, dans l'espace post-soviétique, au moment de la disparition de l'URSS, où il a fait extrêmement froid dans la plupart des foyers et où on allumait en fait les gazinières, on brûlait le gaz dans la cuisine, on s'asseyait à côté d'elle pour essayer de se chauffer un peu. Et c'est une manière, bien sûr, de grignoter, de venir éroder l'esprit de résistance quand le froid s'insinue, quand le confort de la vie disparaît pour tout le monde. C'est aussi une manière de rappeler à quel point les pays tels que l'Ukraine, mais aussi l'Europe, sont dépendants, bien sûr, des infrastructures russes pour leur fourniture d'énergie. Stéphanie Pérez? Oui, c'est clairement une guerre d'usure, parce que moi, j'ai tourné aussi dans des centrales électriques qui ont été détruites, et j'ai discuté avec tous les employés de ces centrales, et il y a aussi ce sentiment d'impuissance. Il y en a beaucoup qui vous disent, mais vous voyez, là, on travaille à fond pour réparer, parce qu'effectivement, l'objectif, c'est cet hiver. Parce que moi, j'ai vu dans les appartements, les gens avec les gazinières, les bébés qu'on met près de la gazinière pour pas les tout jeunes bébés, pour qu'ils se refroidissent pas trop. Et donc, il y a une vraie volonté de tous ces hommes là qui sont des compagnies d'électricité qui travaillent sans relâche à réparer. Mais ils nous disent, mais en fait, on est en train de, on répare, mais si ça se trouve, la nuit prochaine, là, tout va de nouveau être détruit, il va falloir recommencer. Donc c'est un travail sans fin, et ça, on parlait de la guerre psychologique, ça c'est vraiment un des éléments de la guerre psychologique que mènent les Russes sur l'Ukraine. Et justement, on va marquer une pause de quelques minutes, et je voudrais qu'on parle de ces Ukrainiens. C'est aussi le sujet de votre livre, Stéphanie Pérez. Ça fait 2 ans et demi qu'on loue le courage, la résilience, la détermination des Ukrainiens. Est-ce qu'ils ne sont pas las, ces Ukrainiens, et de la guerre, et du fait qu'on leur rappelle sans cesse à quel point ils sont résilients? On en parle dans 3 minutes. 10h30, bonjour à toutes et tous, vous êtes dans Parlons-en et vous faites bien votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Aujourd'hui, on parle d'Ukraine avec vous, Stéphanie Pérez. Rebonjour, grand reporter à France Télévisions. Vous signez La ballerine de Kiev qui sort aux éditions Récamier. Elsa Vidal, rebonjour. Bonjour. Rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI. La fascination russe politique française, 30 ans de complaisance vis-à-vis de la Russie. C'est sorti chez Robert Laffont. Juste avant la pause, on évoquait ce 3e hiver qui s'annonce pour les Ukrainiens. 3e hiver dans la guerre. Des Ukrainiens, Stéphanie Pérez, que vous connaissez bien pour être allé de nombreuses fois avec votre équipe en Ukraine ces derniers mois. 3e hiver, 3e rentrée des classes. Ils vont comment, ces Ukrainiens ? Ils sont fatigués, forcément. 3 hivers, 3 ans pratiquement de guerre, c'est long, avec ce qu'on disait tout à l'heure, cette pression psychologique, le fait on en parlait à l'instant hors antenne, de ne pas dormir. Depuis 3 ans, les Ukrainiens, ils ne dorment plus, ils dorment très mal parce que les alertes retentissent toutes les nuits. Donc il faut trouver le courage de continuer à se lever le matin. Et surtout, moi, là où je suis admirative, c'est qu'effectivement, la population ukrainienne, les gens, quand ils se couchent le soir, ils ne savent pas s'ils seront vivants le lendemain. Et quelque part, ils l'ont complètement assimilé, cette idée que vous pouvez sortir de chez vous et la mort va se trouver au coin de la rue. Et ça vaut pour les habitants de Kiev comme pour ceux de Lviv on voit bien que maintenant que les frappes russes peuvent tomber n'importe où. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que cette ligne de front, ça ne concerne pas que les populations de l'Est du pays. Le centre, on a vu Lviv ce matin, à l'ouest. Lviv, c'est une ville qui est loin du front. C'est une ville qui vit presque normalement. C'était la ville refuge au tout début de la guerre. C'était la ville refuge. Eh bien non, ce genre de frappe rappelle à la population que tout le monde est concerné et qu'effectivement, quand vous vous couchez le soir, vous n'êtes pas sûr de vous réveiller le matin. Et ça, psychologiquement, il faut pouvoir vivre avec. Ça fait 3 ans que ça dure, donc évidemment que la population est épuisée.
Les Ukrainiens, au début de la guerre, se sont rangés comme un seul homme derrière ce président qui sortait de nulle part, Elsa Vidal, Volodymyr Zelensky, un ancien humoriste, faut-il le rappeler. Il y a eu ces dernières heures, dans le sillage des frappes là, sur l'est du pays, des démissions en chaîne, notamment le chef de la diplomatie, Kouleba, qui annonce sa démission, un remaniement qui est annoncé. C'est pas tant pour commenter ce remaniement que je vous pose la question, mais est-ce que la confiance d'un peuple se porte toujours dans ce président qui a fait ses preuves, hein, mais qui est peut-être aussi un peu fatigué lui aussi? Lui, s'il l'est, il ne le verbalise pas, en tout cas, il ne le démontre pas dans les discours qu'il délivre à la population. Ce que je voudrais dire sur ces remaniements et sur la confiance. D'abord, il y a des sondages très réguliers qui sont faits parmi la population ukrainienne, et effectivement, il y a un soutien un peu moins fort à la guerre jusqu'au bout, mais cela veut dire qu'il y a une baisse du soutien absolu, de la popularité très légère, de l'ordre de 10 points, avec des scores totaux de soutien aux décideurs politiques qui sont encore très élevés, de l'ordre de 70%. Donc il y a une érosion, mais il n'y a pas de changement de l'humeur de la population et de la détermination des Ukrainiens à suivre, de la confiance aussi qu'ils ont dans leurs dirigeants. Ceci étant dit, il y a une usure de la classe dirigeante et de tous les responsables politiques, dans la mesure où 3 ans de guerre quasiment, c'est l'équivalent d'une intensité politique et d'un travail politique permanent dont peu d'hommes et de femmes politiques ont l'expérience en réalité. Et il est important de pouvoir aussi assurer le renouvellement de ces troupes, entre guillemets troupes. Par ailleurs, on sait qu'il y a eu des scandales de corruption, des scandales de collaboration parfois avec l'ennemi, et que la classe politique ukrainienne n'est pas non plus imperméable à toutes ces difficultés et à toutes les difficultés que rencontrent toujours les dirigeants politiques. Elle n'est pas meilleure, elle n'est pas parfaite, et ce n'est pas à l'Ukraine d'être parfaite, d'être une victime parfaite pour que nous la défendions. Il y a effectivement tous les défis qui peuvent se rencontrer dans une situation particulièrement aiguë, et il y a en su une vie politique aussi très confrontationnelle. Toutes les options ne sont pas ouvertes. Volodymyr Zelensky a fait une forme d'unité et d'union autour de lui par la manière dont il a réagi à la guerre. Mais initialement, cet homme a été élu pour faire la paix, en fait. C'est un homme qui a quand même construit son succès en russe, dans le monde russe, qui a appris l'ukrainien pour les besoins de sa campagne et de sa carrière politique en Ukraine. Il n'était absolument pas fait pour jouer et pour incarner le rôle qu'il incarne aujourd'hui. Les questions politiques en Ukraine ne sont plus débattues en premier lieu parce que la guerre est la priorité existentielle, mais elles existent, il y a des dissensions. Pour l'instant, on peut se rassurer, ces dissensions n'ont pas fait voler en éclats l'unité autour de la personne du président. Stéphanie Perez, est-ce que les Ukrainiens que vous avez rencontrés au cours de vos différentes missions pour France Télévisions vous ont dit se sentir entre de bonnes mains, si j'ose dire? Est-ce qu'ils sentent en Volodymyr Zelensky la personne qui les emmène là où il faut? En tous les cas, l'heure est au ralliement derrière, toujours derrière Volodymyr Zelensky, en off, en aparté, on va vous dire, il est peut-être un peu fatigué, il a peut-être des méthodes parfois un peu discutables, mais là, il n'est pas question de polémiquer sur est-ce qu'il faut le remplacer, qui a sa place, c'est pas le moment. Donc il y a pour l'instant cette unité qui reste en vigueur. Même si, on voit qu'avec ce remaniement, il y a besoin d'un reset, clairement, il y a besoin d'une nouvelle énergie, il y a besoin de trouver d'autres solutions. Mais l'heure n'est pas à la contestation politique. Les Ukrainiens ont bien compris qu'il n'y a pas besoin de rajouter une crise politique à la crise militaire actuelle.
Une classe politique qui est usée, des Ukrainiens qui le sont sans doute aussi. Stéphanie, c'est le sujet en partie de votre livre, donc La ballerine de Kiev. On va en dire 2 mots quand même. Vous nous racontez, c'est un roman, mais j'imagine inspiré de beaucoup de vie, dans ce sens où il raconte comment la guerre, mais ça vaut pour l'Ukraine comme beaucoup malheureusement de terrains de guerre dans le monde, est venue percuter des vies tout à fait ordinaires. En l'occurrence, là, on parle d'un couple de danseurs du célèbre ballet de Kiev, qui est venu d'ailleurs danser à Paris depuis le début de la guerre. Il s'appelle Svitlana et Dmitro. C'est un couple d'étoiles donc qui sont amoureux à la ville comme à la scène, et que la guerre, d'ailleurs au premier jour, le 22 février, le 24 février, est venue percuter. Pourquoi est-ce que vous vouliez raconter cette histoire-là ? Parce que moi, depuis 2 ans et demi maintenant que je couvre ce conflit, il y a vraiment une question que je me pose en permanence. C'est comment moi, j'aurais réagi, comment moi je réagirais si effectivement je me retrouvais confrontée, si mon pays se retrouvait confronté du jour au lendemain à un conflit, si du jour au lendemain, comme je vous disais, quand je me couche, je ne sais pas si je serai vivante demain matin. C'est vraiment une question qui me taraude énormément depuis le début, parce que on n'a pas la réponse, parce qu'on ne sait pas comment on réagit. Et effectivement, ce que je trouve intéressant depuis le début de ce conflit, c'est que on voit des gens qui se révèlent. On voit des gens qui étaient peut-être un peu courageux, qui font preuve d'une force et d'un courage exemplaire. On voit des gens qui étaient plutôt des conquérants, qui en fait sont partis en courant parce qu'ils n'ont pas pu affronter le désastre. Et c'est ça que j'avais envie en fait de creuser. Et dans les reportages en télévision, on fait des reportages de 3 minutes et puis on essaye d'être le plus objectif possible. Et moi, j'avais besoin d'exorciser un petit peu quand même tout ça. Et j'ai choisi le ballet de Kiev parce que justement, je les ai vus à Paris, le premier Noël après le début de la guerre, au Théâtre des Champs-Élysées, tout à fait. Et j'avais ressenti ils jouaient Gisèle, et j'avais ressenti dans ce ballet à la fois toute leur force et toute leur détresse. On sentait qu'ils ne dansaient pas comme n'importe quel autre ballet. Et donc, du coup, j'ai commencé à enquêter un peu sur qui étaient ces danseurs, qui était leur vie. Et je me suis rendu compte, comme c'est le cas dans toutes les familles d'Ukrainiens, c'est-à-dire que tous étaient concernés d'une manière ou d'une autre par la guerre. Certains avaient perdu un frère, un ami. Des danseurs de l'Opéra de Kiev sont partis sur le front. Des danseuses se sont retrouvées infirmières. Et j'ai trouvé que là, c'était une matière formidable de roman qui permettait justement d'aller ausculter un petit peu cette façon dont votre vie peut être bouleversée. Et surtout à travers le prisme de la danse, parce que c'est des gens dont la vie était centrée sur le corps, sur leur art. Et là, dans la guerre, ce sont des gens qui se retrouvent face à des corps qui sont mutilés. Il n'est plus question de beauté, il est question d'horreur. Et malgré tout, l'art peut quand même être une façon de transcender un peu la détresse, de trouver un peu d'espoir. Et c'est toutes ces thématiques que j'ai essayé de rassembler, parce que c'est des thématiques qui, moi, me travaillent beaucoup quand je suis en reportage. Ça me fait penser aussi d'ailleurs à la délégation ukrainienne aux Jeux paralympiques, dont certains des membres sont des victimes de guerre, et dont l'arrivée, notamment lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux, a été très émouvante et très remarquée. En exergue de votre livre, Stéphanie, il y a une phrase bien connue de la chorégraphe Pina Bausch: danser, danser, sinon nous sommes perdus. Je trouve qu'elle colle tellement bien à l'Ukraine, Elsa Vidal, cette phrase, parce que elle dit tant du fait que de cette envie de ne pas, même si le désespoir est là, de ne pas s'effondrer complètement. Oui, et il y a quelque chose d'un peu, en écoutant la présentation de Stéphanie Pérez de son livre et de ce qu'elle a cherché à saisir, ça m'a renvoyé à un autre livre qui s'appelait Danser sur les bombes, d'une jeune femme tchétchène. C'était à l'époque de la Seconde Guerre de Tchétchénie, que je suivais dans une autre vie professionnelle. Et il y a toujours cette idée de retrouver finalement un appel d'air, une capacité à envisager non seulement un futur qui ne sera plus un futur de la guerre, mais aussi à trouver au sein de la forge de la guerre qui consume les hommes, les matières, les équipements, une capacité à entreapercevoir encore la vie et les forces de vie. Et ce que je trouve
tout à fait intéressant dans ce conflit, dans la manière dont les deux sociétés sont engagées dans le conflit, c'est qu'on sent très bien que d'un côté, il y a un élan vital, un élan pour essayer de préserver ce qui a été construit, c'est-à-dire un État, une société qui était très fracturée à partir de 1991 quand elle est réapparue en tant qu'État souverain, je parle de l'Ukraine, et qui s'est structurée. Peut-être les Ukrainiens ne se sont-ils jamais sentis autant ukrainiens que pendant cette guerre. Donc cet effet finalement de cristallisation de la nation, de volonté de la défendre face à une disparition qui est en tout cas désirée par les dirigeants russes, et en face un projet de guerre qui est clairement imposé du haut du Kremlin à une société russe qui ne l'a jamais voulu, qui a beaucoup de mal à s'envisager comme une force collective. Elle a du mal à s'organiser, cette société civile russe, à envisager qu'elle puisse gagner. Donc on a deux polarités complètement différentes qui s'affrontent. Je ne veux pas dire qu'il y a le bien et le mal, que les Ukrainiens sont bons et les Russes mauvais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux populations engagées dans cette folie et qui sont, dans leur culture, très largement opposés, diamétralement quasiment opposés, du fait de cette guerre qui révèle deux tendances politiques différentes. Et c'est là, finalement, où est l'échec patent du calcul qui a été fait au Kremlin. Encore une fois, je pense que cette guerre n'est pas voulue par les Russes. L'annexion de la Crimée n'a jamais été demandée par les Russes. C'est un projet politique, un projet de survie politique pour les maîtres du Kremlin. Mais les deux populations qui sont engagées dedans, et peut-être aussi maintenant les Européens, parce que nous soutenons quand même l'Ukraine, sont confrontées à ce qui fait... Enfin, sont face à la révélation de ce qu'elles sont aujourd'hui. Et en Europe, je pense que cette guerre pourrait aussi être utilisée pour clarifier ce que nous voulons comme projet européen. Alors on a un peu, en France tout particulièrement, suspendu à des décisions. Et la guerre en Ukraine doit nous rappeler peut-être ce qui est essentiel et ce que nous essayons de construire en France et en Europe. Ouais, Stéphanie, vous écrivez « Les crises servent de révélateurs. Il y a les courageux, les lâches, les forts, les faibles, ceux qui basculent du bon côté de l'histoire et les traîtres. On ne se connaît pas soi-même si on n'a pas vécu une guerre. » C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ça vaut pour les reporters de guerre, ça vaut aussi pour les diplomaties occidentales. Bah oui, tout à fait. C'est vrai que, comme vous le disiez, cette guerre, elle nous renvoie... Elle nous renvoie qu'est-ce qu'on veut faire, quel est notre projet de société, quel est notre projet politique. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est toute cette réflexion, parce que tout ça se passe à 3 heures en avion de chez nous. Et il ne faut pas considérer que, parce on entend dans la population des gens qui disent « mais bon, laissons tomber l'Ukraine, ça ne nous concerne pas ». Non, ça nous concerne, parce que ça nous renvoie effectivement toutes ces questions de société, toutes ces questions politiques auxquelles on doit répondre. Et c'est ça aussi qui est passionnant pour nous à couvrir. Même si l'actualité effectivement médiatique en France est concentrée en ce moment sur autre chose. D'ailleurs, autre allié de l'Ukraine qui est concentré sur autre chose, c'est l'Allemagne. On en parlera dans une prochaine émission avec la montée de l'AfD, les derniers résultats aux élections régionales. Merci infiniment à toutes les deux d'être venues participer à cette discussion aujourd'hui. Stéphanie Pérez, je renvoie à votre livre « La ballerine de Kiev » avec la plus belle des citations de Pina Bausch en exergue qui vient de sortir. Oui, jeudi dernier, oui. Voilà, aux éditions Récamier. Elsa, on relit La fascination russe, politique française, 30 ans de complaisance vis-à-vis de la Russie chez Robert Laffont, et on vous écoute, ainsi que votre service sur RFI. Merci à toutes les deux. La suite de Parlons-en, c'est notre grand format qui nous emmène aujourd'hui, il me semble, sur l'île de Pâques. On change complètement de sujet et on parle de dépollution. On se retrouve juste après.